Madame, Messieurs, bonsoir et merci de vous informer sur MTV+. Voici les principaux titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, forte volonté du gouvernement en matière de sécurité et de protection civile. L'Office national de la protection civile a désormais un siège à la mesure de ses ambitions. Renouvellement de confiance, renforcement de coopération et investissement au cours du sommet États-Unis-Afrique. Le président américain Joe Biden annonce ses priorités pour le continent. Et puis en sport, football, le Maroc s'est incliné en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'était face à la France. Bienvenue à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour 15 minutes d'actualité. Je vous lisais en titre. En Côte d'Ivoire, l'Office national de la protection civile, ONPC, a désormais un nouveau siège. Le bâtiment flambant neuf a été inauguré en présence du ministre d'État, ministre de la Défense et son collègue de la Sécurité de l'Intérieur. Le compte rendu tout de suite dans ce reportage. Situé à quelques encablures du lycée technique dans la commune de Cocody, cet imposant bâtiment est le tout nouveau siège de l'Office national de la protection civile, ONPC. Le premier responsable des lieux ne cache pas sa joie. Notre joie est d'autant plus grande. Nous disposons aujourd'hui d'un cadre de travail nettement amélioré et propice au renforcement de la qualité des services rendus à nos populations. Après plus d'une dizaine d'années passées à l'étroit, soyez assurés de notre engagement à faire un bon usage des locaux mis à notre disposition. Cette administration des pompiers civils de Côte d'Ivoire fait partie des infrastructures de protection civile prévues par la loi de programmation des forces de sécurité intérieure 2016-2022. Cet édifice est bâti sur une superficie de 1725 m². Les travaux ont démarré le 17 septembre 2018. Au total, la construction de ce bâtiment a coûté au Trésor public un montant total de 2 359 221 383 francs. Toute ma reconnaissance pour l'attention et le soutien que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ne cesse d'apporter à la politique ambitieuse de la sécurité intérieure. Représentant le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Thiemoko Méliette connaît, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, procède à l'inauguration des locaux, l'un des symboles de la pertinence et de la réussite de la vision actuelle de la protection civile réalisée par le sommet de l'État. L'amélioration des conditions de travail de nos hommes et femmes de l'ONPC, qui se traduit par la construction et l'équipement d'infrastructures adéquates, comme ce siège que nous inaugurons aujourd'hui, permet d'assurer avec efficacité et professionnalisme la coordination opérationnelle de la réponse de l'État dans la gestion de toutes les situations d'urgence ou de catastrophe. Avec cette ouverture officielle est prévue bientôt une salle de gestion des crises dotée d'un mur d'images qui, à terme, permettra de suivre en temps réel la gestion de toutes les situations d'urgence sur le territoire national. Restons dans l'actualité ivoirienne et on parle à présent de célébration du mérite à la fonction publique. Une sympathique cérémonie a été organisée récemment pour célébrer plusieurs cadres de ce département. La ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a choisi d'actionner ce levier pour redonner à la fonction publique ivoirienne ses lettres de noblesse. Larissa Douyou, Award d'or, meilleur directeur des ressources humaines au titre de l'année 2022, et M. Bernard, meilleur directeur régional de la fonction publique. En plus de ces deux lauréats, les deuxième et troisième prix ont été attribués. Merci à Mme Anne-Désirée Ouloto. Je suis en constant apprentissage et j'encourage les autres aussi à redoubler d'efforts pour être aussi les lauréats un jour. Je reçois cette discussion avec beaucoup de satisfaction. Vu ma carrière professionnelle de plus de 25 ans, j'ai exercé d'abord à Bounap, dans la région du Gontougou. Quand j'y partais, beaucoup de mes collègues et de mes amis pensaient que je partais en un lieu de punition. Je crois que cette distinction est la preuve que partout en Côte d'Ivoire, nous sommes suivis dans nos activités. Ces lauréats ont été honorés lors de la première édition de la célébration des awards de la fonction publique.
L'initiative vise à créer une saine émulation entre responsables pour un service de qualité. Un grand pays, une grande économie ne peut aller de l'avant que si elle a une administration performante. C'est fondamental pour la création de richesses. Si vous avez un secteur public qui est performant, alors l'inverse de tout ce que je viens d'indiquer va se produire. Le mérite célébré ce soir devrait nous incliner tous, sinon à maintenir le cap, du moins à nous projeter encore plus loin pour faire de notre administration le porte-flambeau de la performance et de l'excellence. Il nous faut donc continuer à agir tous ensemble pour donner vie aux espérances des populations et surtout pour donner vie au bonheur des générations futures. La ministre Anne-Désirée Ouloto a reçu le prix spécial du meilleur leadership transformationnel de l'administration publique. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une ambiance des grands jours. Le chapitre ouest africain de cette édition, et c'est le Ghana qui est en première ligne. Le pays fait face à une grave crise économique. Les populations s'inquiètent pour une précarité davantage corsée. Avec une inflation historique de plus de 50%, l'effondrement du cours de la monnaie locale, des prix à la pompe qui ont doublé et une dette dont le remboursement engloutit la moitié des revenus de l'État, le Ghana est aux prises avec une grave crise économique, sa pire depuis des décennies. Patience Tessonké, mère célibataire, doit faire des choix parfois douloureux pour gérer son budget serré. Je suis allée au marché aujourd'hui pour faire les courses de la semaine et j'ai retiré l'équivalent de $20 en pensant que cela suffirait. J'ai pu prendre quelques articles mais je n'ai pas pu faire les courses que je souhaitais. Et je n'ai même rien apporté à mon bébé parce qu'il me restait trop peu d'argent pour payer les courses de mon bébé. Le Ghana a signé mardi un accord de sauvetage de $3 milliards avec le Fonds monétaire international dans le but de consolider les finances publiques. Mais la stabilité économique est encore bien loin. L'accord du FMI a pour moi deux aspects. Il apporte la stabilité macroéconomique qui va permettre aux entreprises de mieux se projeter et aux individus de vivre selon leurs moyens, car les mécanismes économiques de base seront très ancrés et solides. L'aspect négatif est lié aux restrictions, l'incapacité du gouvernement à employer plus de personnes ou consacrer des fonds aux actions sociales qui sont essentielles à la population. Comme d'autres petites entreprises au Ghana ces jours-ci, l'usine de packaging de Nacobs subit les effets de cette crise. Le propriétaire des lieux, Daniel Teki, est en difficulté. Nous avions prévu de fermer notre usine parce que nous ne faisions aucun profit. Nous dépensons plus d'argent pour la production. Mais après réflexion, nous nous sommes dit que si nous mettions la clé sous la porte et que nous licencions nos travailleurs, comment pourraient-ils aussi survivre ? Donc pour l'instant, nous produisons à perte. Le président Akufo-Addo dit avoir investi dans des programmes sociaux pour aider les Ghanéens. Pour son parti, le New Patriotic Party, cette crise est due au Covid et à la guerre en Ukraine. On change complètement de sujet pour parler du phénomène migratoire. 4 personnes ont trouvé la mort hier dans la Manche dans une tentative de traversée en direction de l'Angleterre. Ces nouvelles victimes viennent de corser le nombre déjà important de personnes dont le rêve a été brisé sur le chemin de l'Eldorado. Au moins 4 migrants sont morts mercredi dans le naufrage de leur bateau de fortune dans la Manche alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis la France. Au moment où l'Europe fait face à des températures glaciales, une vaste opération coordonnée par les gardes-côtes britanniques a permis de secourir plus de 40 personnes, selon une source gouvernementale. Interrogé par la télévision Sky News, le capitaine d'un bateau de pêche a raconté avoir été réveillé en pleine nuit par son équipage, son navire entouré de migrants dans l'eau. Un drame qui a fait réagir la ministre britannique de l'Intérieur, qui a dit avoir des pensées pour les personnes concernées. L'incident survient un peu plus d'1 an après un naufrage dans lequel 27 personnes avaient péri. Depuis le début de l'année 2022, près de 45 000 migrants ont effectué la dangereuse traversée dans ces eaux très fréquentées du jamais vu. Depuis 2014, au moins 205 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant de traverser la Manche, selon l'ONU.
La page internationale de cette édition consacrée évidemment au sommet États-Unis-Afrique sur invitation du président américain, son Excellence Joe Biden. Plusieurs chefs d'État africains sont à Washington dans le cadre de cette importante rencontre. Le président américain a décidé de lancer une nouvelle ère dans la coopération entre son pays et l'Afrique. Alors que des dizaines de dirigeants africains sont reçus à Washington dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique, le président Joe Biden a transmis sa volonté de rétablir un contrat de confiance entre le pays qu'il dirige et ceux du continent. S'exprimant lors d'un forum des affaires organisé pour le sommet, le chef d'État a énuméré les nombreux accords conclus et rappelé les grandes lignes d'investissement pour le développement du continent africain. Je pense que les États-Unis, nous n'avions pas tendance à prendre nos entreprises du secteur privé par la main. Vous ne voyez pas un président américain prendre des entreprises du secteur privé n'importe où dans le monde, alors que d'autres dirigeants, comme le président Macron par exemple, quand il part à l'étranger, il prend ses entreprises françaises avec lui. Et d'autres dirigeants ouvrent des portes pour leurs entreprises. C'est ce que les États-Unis essaient de faire davantage maintenant. Le président Joe Biden a mentionné dans son discours les projets de centrales solaires en cours en Angola, évalué à 2 milliards de dollars, un thème qui a conduit le président Lourenço à partager l'expérience angolaise dans le panel du partenariat pour l'investissement dans les infrastructures, un programme qui devrait avoir la plus grande allocation financière. L'Angola et l'Afrique ont avant tout besoin d'accéder au financement pour développer les infrastructures. Mais pour que cet accès soit efficace, nous devons savoir comment accéder à cette ressource. Souvent, ce qui nous manque, c'est de connaître ou de maîtriser les mécanismes et surtout les processus qui nous permettent d'obtenir le feu vert pour utiliser ces ressources. L'administration Biden va accompagner les investisseurs américains et africains et travaille déjà dans ce sens. Notre objectif, alors que nous nous dirigeons vers la fin du sommet, va être d'identifier les domaines clés de suivi de collaboration afin que ces différents investissements se concrétisent. La deuxième journée du sommet a également été marquée par la signature d'un protocole d'accord entre les États-Unis et la zone de libre-échange continentale africaine, un accord qui, pour M. Biden, rapprochera encore davantage les deux côtés de l'Atlantique. Un mot de sport à présent. Le rêve du Maroc s'est envolé face à la France en demi-finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc portait sur ses épaules l'espoir de tout un continent. Bravo tout de même aux Lions de l'Atlas pour ce parcours incroyable. Retour en images sur les temps forts de ce match âprement disputé. Les Marocains pleurent la défaite contre la France en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar mercredi. Mais malgré la déception d'avoir perdu 2-0, les Lions de l'Atlas sont entrés dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Malgré notre défaite face à un champion du monde, nous ne sommes pas déçus car nous avons une grande et forte équipe. Pour dire la vérité, l'équipe nationale marocaine a fait une excellente Coupe du Monde. Les joueurs se sont bien battus et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont joué pour tous les Marocains et les Arabes, mais dans le sport, il y a toujours un gagnant et un perdant. Nous avons très bien joué, nous étions très heureux quand nous avons battu la Belgique, le Canada, l'Espagne et le Portugal. Mais aujourd'hui, nous sommes tristes. Peu importe, car ce n'est pas facile d'atteindre le stade des demi-finales. Le Maroc est toujours dans la compétition et jouera contre la Croatie pour la 3e place samedi. Voilà, le Maroc battu, mais héroïque. C'est sur ces images que nous refermons les pages de cette édition. Ça a été un bonheur de nous inviter chez vous grâce à la magie de la télévision. Merci à vous tous et à vous toutes pour votre aimable fidélité. Excellent sur le programme sur MTV+, la télé qui transforme.